Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous consacrons cette édition au sommet de Johannesburg. Il s'agit donc de la 25e sommet de l'Union africaine de Johannesburg. Donc une occasion pour parler non seulement de ce sommet, mais des relations égypto-africaines dans sa totalité. Ça va être plus ou moins le dossier principal avec nous ce soir. Nous allons aussi parler du canal de Suez, puisque les travaux sont en cours avec beaucoup d'accélération. On s'attend à une inauguration le 6 août prochain. Donc ça va être pour la partie débat avec nos invités. Mais pour commencer, l'actualité en Égypte, ou le plus important de l'actualité, puisque le procureur général Hicham Barakat a décidé de renvoyer le procès, ou plutôt les procès concernant le groupuscule terroriste Maghouloun au procureur militaire. Là, dans un communiqué, le parquet accuse les 58 personnes, dont 37 sont en détention, d'avoir mené des actes terroristes dans le pays entre août 2013 et octobre 2014. Les chefs d'accusation dressés par le parquet contre les membres du groupuscule incluent la formation d'un groupe illégal, intelligence, avec une organisation terroriste basée à l'étranger en vue de commettre des actes terroristes en Égypte, tentative de meurtre avec préméditation, sabotage délibéré d'établissements et de biens publics, résistance aussi aux autorités policières, enlèvement, banditisme et pillage des biens privés dans le but de propager la terreur parmi les citoyens. Les enquêtes menées, je vous le rappelle, par le parquet ont conclu qu'à l'issue de la dispersion des sit-ins de Rabat et de Al-Nahda, certains dirigeants de la coalition internationale d'appui à la légitimité, dit donc d'appui à la légitimité en fuite à Qatar ou en Turquie, ont coordonné avec d'autres dirigeants de l'organisation terroriste en Égypte en vue d'exécuter ces actes. Je vous rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a promulgué en octobre un décret élargissant la compétence ou les compétences des militaires en matière de terrorisme. Ce décret, ayant force de loi en l'absence du Parlement, a étendu les pouvoirs de saisine de la justice militaire à quasiment toute atteinte visant des biens sur la voie publique, alors qu'elle ne jugeait jusqu'alors que les atteintes à la sécurité de son personnel ou de ses installations. On reste en Égypte où un tribunal égyptien a condamné à 14 ans de prison 23 personnes reconnues coupables d'avoir tué 4 musulmans chiites dans un village à l'extérieur du Caire. Cet incident remonte au 23 juin 2013, lorsqu'une maison où s'étaient réunis des chiites à Abu Moussallam dans la province de Gizeh avait été attaquée par une foule de plusieurs centaines de personnes opposées à la présence de membres de cette communauté. L'assaut avait fait 4 morts parmi les chiites. Hier, un tribunal de Gizeh a condamné à 14 ans de prison 23 personnes pour ces violences meurtrières, tandis que 8 autres ont été acquittés selon un responsable du tribunal. Les chiites, on vous le rappelle, représentent moins de 1% de la population égyptienne, dans sa très grande majorité de confession musulmane sunnite. On passe maintenant à la Banque mondiale et l'Égypte qui ont officialisé mercredi 10 juin, la semaine dernière donc, un accord de prêt qui permettra d'appuyer la généralisation de l'accès au crédit hypothécaire en permettant notamment aux personnes ayant de faibles revenus d'accéder à des prêts hypothécaires de moindre coût. Tout de suite, je vous propose plus de détails dans ce commentaire signé d'Alia Karam. Mercredi dernier, la Banque mondiale et l'Égypte ont rendu officiel un accord de prêt liant. Selon le communiqué relatif, ce financement servira à soutenir la généralisation de l'accès au crédit hypothécaire en donnant notamment l'opportunité aux personnes à faible revenu de souscrire à des prêts hypothécaires de coût abordable.
Le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, et le premier ministre égyptien Ibrahim Mahlab ont pris part à la cérémonie de conclusion de cet accord. À l'heure actuelle en Égypte, le développement optimal du crédit hypothécaire se bute à l'obstacle que constituent en même temps des procédures complexes et des coûts importants. Dans ce contexte, le soutien de la Banque mondiale devrait donc permettre de lever ce frein totalement ou partiellement, particulièrement pour les personnes les plus humbles de conditions. Pour rappel, le directeur de l'autorité de supervision des marchés financiers en Égypte avait indiqué le mois dernier à l'occasion d'une conférence sur l'investissement que l'enveloppe globale dédiée aux prêts hypothécaires dans le pays des pharaons correspondait à 2,5 milliards de livres égyptiennes. Ici est de souligner accord à l'Égypte par cette institution financière internationale aura pour enjeu le taux d'intérêt auquel les souscripteurs seront soumis pour accéder aux prêts hypothécaires. À ce propos, il faut noter que ce n'est pas la première expérience de ce genre dans ce pays maghrébin. En février 2013, la Banque centrale égyptienne avait entamé un projet similaire avec des taux d'intérêt allant de 7% à 8%. La même institution financière entend récidiver avec un portefeuille de 1,5 milliard de dollars en l'espace des 12 mois à venir. Au cours d'une conférence sur l'investissement qui se déroulait au mois de mai 2015, le directeur de l'autorité de supervision des marchés financiers en Égypte avait expliqué que le portefeuille global des prêts hypothécaires dans le pays avait eu valeur de 2,5 milliards de livres égyptiennes. L'enjeu de l'appui tenu de la Banque mondiale sera celui du taux d'intérêt auquel les bénéficiaires accéder aux prêts hypothécaires. La Banque centrale égyptienne avait en février 2013 lancé une initiative allant dans le même sens. Les taux oscillaient alors entre 7% et 8%. Elle prévoit de récidiver avec une enveloppe de 1,5 milliard de dollars dans les 12 prochains mois. On reste avec nos nouvelles et retour donc, ou plutôt on reste avec l'Égypte puisqu'il s'agit là d'un accident très triste, meurtrier on peut dire, puisque deux accidents en fait. On parle de 25 personnes qui sont mortes et 29 qui ont été blessées aujourd'hui dans deux accidents de la route en Égypte. Dans un premier accident sur l'autoroute reliant le Caire et la côte, ou plutôt à la côte méditerranéenne nord du pays. 13 personnes sont mortes et 4 ont été blessées. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé. L'accident est sur. Lorsqu'un minibus a tenté de doubler un camion dans un accident séparé, 12 personnes ont été blessées, ou plutôt 12 personnes ont été tuées et 25 autres ont été blessées lorsque le chauffeur du bus les transportant a perdu le contrôle du véhicule près de la station balnéaire d'Hurghada sur la mer Rouge. Je vous rappelle que les passagers, il s'agit là d'employés ou des employés d'un hôtel d'Hurghada et qui venaient de prendre leurs vacances et se rendaient au Caire à quelques 500 km. À présent, on rampe un petit peu avec l'Égypte. On reste avec l'actualité puisque là, il s'agit de l'Union africaine et de ce 25e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre à Johannesburg. Ce sommet s'est ouvert aujourd'hui, donc près d'une cinquantaine de chefs d'État du continent étaient attendus à Johannesburg. Il s'agit donc, je vous le rappelle, de ce 25e sommet de l'Union africaine. Le thème officiel est l'autonomisation des femmes, mais il y sera beaucoup question de migration interafricaine. Là, je vous laisse avec un commentaire sur ce sommet. Juste après, nous allons commencer la partie débat. On va parler non seulement de ce sommet, non seulement de l'Afrique, mais surtout des relations égypto-africaines. A tout de suite. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche. Près d'une cinquantaine de chefs d'État du continent étaient attendus à Johannesburg. Il s'agit du 25e sommet de l'Union africaine dont le thème officiel est l'autonomisation des femmes. Mais il y sera beaucoup question de migration interafricaine. Officiellement au menu ce dimanche matin, migration, xénophobie et gouvernance. Des discussions entre chefs d'État qui doivent se tenir à huis clos. L'Afrique du Sud a connu une vague d'attaques xénophobes ces derniers mois. Au moins 6 personnes sont décédées et des centaines d'immigrés africains ont été déplacés. Des violences qui ont choqué et relancé le débat sur les migrations. Le mois dernier déjà, lors d'un sommet de la SADC au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a pris à partie le chef d'État sud-africain.
Nul doute que le président Jacob Zuma va certainement devoir s'expliquer dans ses pairs, le Burundi, et la crise qu'a provoqué la décision du président Pierre Nkurunziza de se présenter à un troisième mandat a déjà fait l'objet de nombreuses réunions, notamment le Conseil de paix et de sécurité samedi soir, et sera certainement abordé par les chefs d'État. Tout comme la crise politique au Soudan du Sud en proie à une guerre civile depuis 2 ans et dont le processus de paix est en panne. Enfin, la Libye, le terrorisme avec la prolifération de groupes armés, un sujet qui déstabilise des régions entières et préoccupe particulièrement les chefs d'État, seront au programme des discussions. Bref, des crises qui n'en finissent pas de freiner le développement du continent, selon la présidente de la Commission de l'Union africaine. بأجيب قوية أحقق أمانيكي بإيدي هبنيكي أجتهد لأعطيكي أخضر أراضيك أبهر العالم بيك. جميلة بكل ما فيكي. بدمي أحميكي. عايز في البلد دي كل واحد يشتغل بضمير. كلنا نشتغل، احنا نغير نفسنا بس. الناس تعامل ضميرها وتعامل مرضي الله، الناس تبقى كويسه مع بعضيها، هيبقوا كويسين. كلنا خير ومصر كلها خير. هي ام الدنيا. الشعب المصري ده طيب. لو كل واحد ابتدى بس بنفسه بلد هتتصلح. كل واحد يعمل ربنا وضمير. الناس تبقى حلوة كده مع الناس. لازم اخلاق الناس تبقى كويسه، نحب بعض، الاحترام، ضماير الناس، الأخلاق بس. ان شاء الله ينصلح حالنا بقى. نتقبل آراء بعض. هي ديمقراطية. هي ديمقراطية.
salut à toutes et à tous. Donc, c'est de ce 25e sommet de l'Union africaine tenu à Johannesburg que nous consacrons ces quelques minutes de l'émission. Certes, nous allons essayer de parler plus tard du canal de Suez si jamais on a l'occasion. On va essayer de consacrer quelques petites minutes à la fin de l'édition. Mais lorsqu'on parle de ce sommet de l'Union africaine, il faut aussi parler de l'Égypte et ses relations avec l'Union africaine. Là, on parle, alors qu'on devait parler d'un sommet consacré plutôt ou avec thème principal l'autonomisation de la femme, de xénophilie, de migration. On a aussi là abordé le dossier du président Omar el-Béchir, le président soudanais. Donc on va essayer de te parler de tout cela. Le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Ismail Hamed. Bonsoir Dr Hamed, vous êtes expert et chercheur au Centre des études africaines. Bonsoir. Et Monsieur Mahmoud Sebet, bonsoir Monsieur, vous êtes historien et commentaire politique. Donc je commence avec vous, Dr Hamed, on parle d'un sommet. Est-ce que vous pouvez nous donner tout d'abord une idée sur l'importance de la tenue de ce 25e sommet, donc à la lumière de tout ce qui se passe dans le continent africain? Bien sûr, merci pour l'invitation. Bonsoir. Merci. Merci à vous. Alors, bien sûr, le sommet, c'est un événement vraiment très important. C'est la 25e session de l'Union africaine. Et comme on connaît que l'Union africaine a été fondée en 2002, c'était en place de l'organisation de l'unité africaine, et bien sûr qui a été fondée aussi en 1963. Et l'Égypte, c'était un grand fondateur de l'organisation africaine, régionale, continentale et tout ça. L'Égypte, c'est un grand joueur sur la scène africaine. Et bien sûr, aussi avec la participation égyptienne très très forte, bien sûr. Vous savez bien que le président Sisi sera là-bas dans cette conférence. Mais bien sûr, le Premier ministre égyptien, alors celui qui fait très bon rôle là-bas, il a fait beaucoup de discours, il a donné beaucoup de paroles sur la position de l'Égypte, il a donné bien sûr beaucoup de optimisme, et beaucoup de choses sur tout ce qu'on pourrait faire pour développer l'Afrique et les peuples africains. Très bien, puisqu'on parle de ce rapprochement très clair entre l'Égypte et les pays africains, donc on a vu tout au long de ces 2 dernières années, pas seulement cette dernière année, plutôt cette dernière année sous le président Abdel Fattah el-Sisi, mais peut-être un petit peu avant, on parle d'un nouveau rapprochement, une nouvelle étendue des relations entre l'Égypte et l'Union africaine. On parle de ce retour. Est-ce qu'il y a quelque chose que le président Abdel Fattah el-Sisi, pourquoi il n'était pas allé en personne, il n'a pas assisté à ce sommet, ou il s'agit simplement d'un emploi de temps qui peut être chargé, par exemple? Je pense que c'est plutôt pertinent que le Premier ministre, qui est plutôt le chef du cabinet actuel, et celui qui sera représentant d'Égypte aux conférences. Mais aussi, je pense aussi quand même que l'Égypte a fait quand même beaucoup d'efforts pour montrer qu'ils ne veulent plus négliger la politique africaine, qu'elle a quand même été négligée depuis très très longtemps. Ce n'est que voilà 2 ans qu'il y a une vraie politique égyptienne vis-à-vis l'Afrique. Et dans un certain sens, je trouve que maintenant ça devient un rapport de travail, on peut dire. En parlant de ce sommet, juste pour terminer les dossiers qui peuvent ne pas être très clairs, on parle du président soudanais el-Béchir et de la Cour pénale internationale. Donc, comment voyez-vous le décret de la Cour pénale internationale à la lumière, encore une fois, d'un sommet qui réunit des chefs d'État africains, des responsables africains? Oui, alors bien sûr, ça c'est quelque chose sans précédent. C'est une chose, moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas comment un pays africain qui peut faire ça envers un président africain, même s'il y a de changement de vision et des opinions envers al-Bashir et tout ça, mais il est
un président de Soudan et il était bien sûr baptisé. Alors il y a quelques aussi été élu depuis quelques semaines. Vraiment, ça c'est quelque chose sans précédent que Sud-Afrique qui pourrait faire quelque chose comme ça. Je ne pense pas que l'Afrique du Sud est très concernée, puisque Khartoum a même précisé que son chef d'État, M. Béchir, doit retourner à Khartoum de toute façon. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est un grand danger. C'est quelque chose avec beaucoup des conséquences très très graves pour tous les pays africains et même aussi pour l'Union africaine. Moi, j'ai peur que ça va faire une division très dangereuse entre les pays africains envers ça, parce que si ça passe maintenant avec al-Bashir, bien sûr, il y a des autres présidents qui visitent Sud-Afrique, il y a quelque chose comme ça avec l'arrestation. Non, ça c'est une grande bêtise que Sud-Afrique ait fait ça. Et bien sûr, ça marche pour les communs, pour le peuple de Sud-Afrique et tout ça, mais ça ne marche pas avec les présidents de l'État. Ils ont de la protection diplomatique qui les protège pendant les visites. Et s'il y a quelque chose comme ça, alors avec une cour locale chez eux, il faut dire au al-Bashir qu'il y a quelque chose comme ça, ce qui arrive, donc alors il faut rester chez lui au lieu d'aller là-bas. Ça, c'est quelque chose de très grave. Voilà, il vient être démocratiquement élu pour un nouveau mandat. On parle d'affaires internes lorsqu'on parle de ce dossier. La cérémonie d'investiture a eu lieu il y a quelques jours, même pas 2 semaines. Donc je reviens à vous, Monsieur Seb. On parle d'un nouveau sommet. Il y a quelques jours, quelques petites semaines, il y avait le sommet économique de Sharm el-Sheikh qui a réuni aussi des chefs d'État, des responsables africains, de toute façon, parallèlement. Quelle est la différence entre les deux voies de communication au sein de l'Afrique en général? Là, on parle d'économie, là, plutôt de social, de politique. Est-ce qu'il s'agit de sommets complémentaires? Comment voyez-vous ces deux sommets? C'est un sommet complémentaire, mais je pense que le fait que ça s'est passé en Égypte était beaucoup plus important de ce que c'était exactement le sommet, moi je trouve. C'était, dans un certain sens, une introduction de l'Égypte dans le système africain. Après tout, a été négligé pendant si longtemps. Et c'est plutôt ça, moi je pense que c'est plutôt le forme, plutôt que ce qu'il y a là-dedans. D'accord. Lorsqu'on parle de l'Égypte et de l'Afrique, on parle toujours on a commencé de parler d'un retour de l'Égypte vers l'Afrique et vice-versa. On parle du dossier de l'eau, certainement. En vrai, qu'est-ce qui fait le vrai lien entre l'Égypte et l'Afrique? C'est-à-dire lorsqu'on parle, qu'il faut faire revenir les délégations d'enseignement, de santé, je ne sais pas, dans les différents domaines. Il y a la question de l'eau, certainement, mais qu'est-ce qui fait vraiment, de façon à ce que l'Égypte fait vraiment partie de l'Afrique? L'Égypte avait toujours eu une politique africaine, toujours, depuis 2000 ans. C'est pas nouveau. Par exemple, la mer Rouge faisait partie de la politique égyptienne économique. Ça veut dire, même pendant le Moyen-Âge, les pays autour de la mer Rouge faisaient partie d'une sorte d'union et alliance avec l'Égypte. En plus, l'Égypte a toujours... il ne faut quand même pas oublier que le Soudan faisait partie de l'Égypte depuis le 19e. Et au 19e, le Soudan, plus ou moins, a été créé par l'Égypte, le Soudan moderne. Alors, il y a bien sûr un lien très très important. Et dans le sens économique, l'Égypte a été bouleversée dans le sens historique, bouleversée par les puissances impériales et coloniales sur leur politique africaine. Alors, ça ne se voit pas autant que ça aujourd'hui, mais quand même, au 19e, il y avait une politique très importante sur l'Afrique. Bien sûr sur le Nil, sur les réseaux de l'eau pour l'Égypte. Bien sûr, ça a toujours été un dossier égyptien. Et il y a bien sûr aussi le potentiel égyptien économique en Afrique qu'on ne peut pas quand même négliger aujourd'hui. Et il ne faut pas quand même oublier que l'Égypte a joué une grande partie
pendant la décolonisation de l'Afrique. Elle a joué une partie politique et dans un certain sens même militaire. Le cas, après tout, c'est le Congo. Il y avait des troupes égyptiennes qui ont aidé l'ONU à l'époque. Et aussi la guerre de Nigeria et Biafra. C'est pas nouveau tout ça, c'est ce que je veux dire. Elle a toujours avait une politique africaine. D'accord. Migration, xénophobie, gouvernance, des dossiers clés, mais aussi la femme. On parle de sommets, on parle de réunions à huis clos, on parle peut-être de déclarations finales. L'actualité en Afrique n'est pas si optimiste, c'est-à-dire n'est pas si, je sais pas, mais il y a plein de problèmes. Des défis, des grands défis, bien sûr. Même c'est la situation maintenant, bien sûr, c'est mieux beaucoup. Bien sûr, par rapport à l'Union africaine qui rassemble tout le pays et tout ça. Mais j'ajoute aussi avec M. Sabet, si les liens entre l'Égypte et les Africains, alors il y a aussi des liens ethniques entre les pays. Alors, on est tous émites, hein. C'est des groupes émites. Alors, les Égyptiens appartiennent à Misraïm, le fils de Ham, le fils de Noé. C'est dans les traditions historiques et tout ça. On a aussi de mêmes racines, de mêmes races aussi. Les grands territoires, ou la grande partie de territoire égyptien, 94 de territoire égyptien se trouve en Afrique, sauf 6% le Sinaï qui se trouve en Asie. Donc il y a beaucoup de liens entre les Égyptiens, les Africains et tout ça. Si on parle de Nil, il y a 10 pays africains où le Nil court. À partir du Congo, Rwanda, Burundi, la Tanzanie, l'Érythrée, Kenya, il y a l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan, finalement l'Égypte. Non, c'est des grands liens entre l'Égypte. C'est un lien de distinct maintenant entre tous les pays. Et bien sûr, c'est maintenant... Le monde, c'est un village, comme on dit, pour mondialisme ou la globalisation et tout ça. Alors, le monde, c'est un grand village. Même si pour le plus petit village, c'est pour nous, c'est l'Afrique, bien sûr. Et maintenant, tout ce qui se passe en Afrique s'effectue dans le monde entier. Si on parle de défis de ces sommets, par exemple, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le tourisme, maintenant le tourisme en Afrique, alors ça commence de voir beaucoup de problèmes et qui représente aussi beaucoup de menaces pas uniquement pour les peuples africains, mais aussi pour les Européens, ceux qui s'intéressent beaucoup maintenant de comment aider les pays africains pour défendre contre le terrorisme et tout ça. En Libye, on a un grand problème, on a de Daesh, on a au nord de Mali, bien sûr, Azouad, on a beaucoup de mouvements terroristes là-bas. On a Boko Haram, c'est au nord de Nigeria. On a aussi les Shabab el-Moujahideen, c'est en Somalie. On a beaucoup de grands problèmes en Afrique qui affectent dans le monde entier. Un grand défi aussi pour la position de la femme. Et bien sûr, ça c'est très bien apprécié pour la conférence, d'être concentré aussi sur le rôle de la femme. Ce n'est pas la première fois qu'on consacre le temps pour parler de la femme, mais on ne voit pas de résultats concrets sur le terrain. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que le statut de la femme en Afrique a changé, s'est amélioré au cours des dernières décennies? Je suis d'accord avec vous, mais bien sûr, il y a toujours des priorités pour les peuples. Il y a des priorités. Et la femme n'est pas prioritaire? Oui, non, bien sûr, c'est une priorité. Voilà. Mais encore, il y a des choses très essentielles pour la personne. Voilà. Alors, si on parle de l'économie et comment améliorer la vie, le niveau économique, et comment bien sûr faire pour résoudre le problème de la nourriture, de l'eau. Et on a beaucoup de priorités. La femme toujours, mais c'est bien aussi d'apprécier la femme même sur le slogan que la femme représente un rôle très important, si on parle sur la femme et tout ça, mais toujours on a des choses... Aux femmes, on se souvient toujours de voir, lorsqu'on parle d'ethnie, lorsqu'on parle d'origine commune plus ou moins, est-ce que vous trouvez qu'on n'est pas très conscient de cette réalité aujourd'hui en Afrique? Est-ce qu'il faut vraiment accorder plus d'importance à s'adresser à la jeunesse africaine, aux populations africaines pour leur dire non, vous aviez les mêmes origines plus ou moins et vous avez un destin, un sort en commun? Oui, dans le sens que l'Égypte, moi je ne suis pas complètement
d'accord avec le lien ethnique, je dois le dire, parce que à vrai dire, l'Égypte fait partie d'une multi-ethnie. C'est ça, historiquement, ce qu'elle est. Elle a bien sûr des liens historiques et des liens ethniques avec l'Afrique, mais ce n'est pas la seule chose, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, historiquement, ça a beaucoup changé quand même. Mais l'Égypte et le Soudan avaient le potentiel d'être une superpuissance, et ça a été brisé, il faut le dire, pendant les années 50. Et ça a toujours été un peu la politique d'éviter l'Égypte d'avoir des liens africains. Il faut quand même le dire, parce que cette combinaison dans le sens géostratégique aurait été très important et très dangereux pour les ennemis, disons. Et les rivaleries politiques et géostratégiques avec l'Égypte. Alors, quand même, dans ce sens, moi je trouve que c'est très important que tout le monde joue ce rôle d'unité. Il doit y avoir une union africaine avec, pas seulement l'Égypte, mais le nord du Sahara. Et c'est très important, ça, je trouve. Ça n'a pas vraiment eu lieu. Et un des portails pour Nord-Afrique au sud, c'est un peu l'Égypte, quand même. C'est pas il y a d'autres, bien sûr, mais le lien puissant, c'est l'Égypte. Vous avez mentionné le Sahara. Est-ce que vous pensez que c'est l'occasion aussi de parler du Sahara, le Maroc, l'Algérie, tous les défis, les problèmes, les frontières C'est des problèmes communs. Alors, parce que ce sont des problèmes communs, les solutions doivent être communes aussi. Dans sa totalité, n'est pas vraiment concernée par de tels défis, disons, entre pays. Non. Je dois dire que, parce qu'il y a un défi et une menace du terrorisme actuel qui est en train de se développer en Afrique actuellement. Et c'est un problème commun. C'est pas vraiment seulement un pays sera un autre et un troisième, etc. Alors c'est plutôt, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une politique commune sur ce problème. Pas seulement un pays, mais tous les pays de l'Afrique et certainement les pays du Nord-Afrique, parce que c'est une menace existentielle à la fin du compte. Et on le voit déjà, on a parlé quand même de certains groupes extrémistes qui se sont développés en Somalie, en Kenya, en Mali, etc. Ça devient, aujourd'hui ils sont petits, plus tard ils vont se grandir. Alors, et c'est plutôt ça que l'Égypte doit quand même se préparer et s'organiser à s'adresser. Dr Ismail Hamed, un sommet de l'Union africaine, est-ce que vous pensez, comme on a parlé du Sahara, que ça peut être aussi l'occasion pour des chefs d'État, des responsables comme avec le Premier ministre Ibrahim Mahlab, de parler de questions qui intéressent plutôt quelques pays, par exemple l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, lorsqu'on parle du dossier des eaux du Nil, par exemple, ou c'est pas l'occasion, on va plutôt parler de dossiers qui sont en commun, donc on parle de l'Afrique dans sa totalité en général. Soit pour ça ou ça, bien sûr, les dossiers sont tous ouverts pendant le sommet. Mais bien sûr, je pense que le discours de le Premier ministre Mahlab, bien sûr, dans la conférence de NEPAD, c'était très très important. Il a parlé bien sûr sur les dossiers communs entre tous les pays africains. Il a bien relayé entre le sommet économique qui était à Sharm el-Sheikh, alors qu'il fait une coopération très très importante entre les trois blocs économiques le plus grand en Afrique, soit COMESA, soit aussi l'organisation de SADC, soit aussi l'organisation ou la fédération économique de pays de l'Est de l'Afrique. C'est bien sûr, c'était une grande occasion économique qui rassemblait 26 pays africains. Donc on parle presque de la moitié de pays de continent africain, parce que l'Union africaine comprend 54. Donc si on avait 26 pays qui participaient dans le sommet de Sharm el-Sheikh, qui ont signé de créer alors un marché libre, une zone commerciale libre entre tous ces pays-là, c'est comme un bon début pour tous les pays africains. Bien sûr, ça c'est un événement très important. M. Mahlab a bien parlé aussi sur les efforts que l'Égypte peut faire sur la scène africaine. En même temps aussi, l'Égypte est chargée de dossiers de changement climatique. Parce que ce dossier-là, c'était avec l'Égypte. Et l'Égypte, bien sûr, a bien
où c'était profondément discuté avec celui-ci-là. Elle a bien parlé aussi pour les forces égyptiennes, comment aider aussi les pays africains avec les experts égyptiens dans tous les domaines et tout ça. Et si on parle un petit peu de NIPAD, c'est un programme économique africain qui est chargé de l'exécution des décisions de sommet africains sur les affaires ou les domaines politiques, soit pour la culture, la nourriture, et aussi soit pour les droits de l'homme, soit pour les femmes, soit comme ça. Ce n'est pas, c'est un programme très important pour les Africains aussi. Donc c'était une grande conférence qui a eu lieu hier. Et bien sûr, l'Égypte faisait un grand rôle dans cette conférence. Nourriture, ça c'est un mot clé. Maintenant, lorsqu'on parle de défis africains, il faut aussi parler de certains défis parallèlement à l'international, à l'Occident, parallèlement au monde en général, c'est-à-dire des défis des défis de l'Afrique par rapport au monde extérieur, lorsqu'on parle de ressources africaines et de l'intérêt accordé à ces ressources. De telle actualité, de tels sommets, est-ce qu'on a aussi une certaine vision sur les défis qu'affronte l'Afrique par rapport au monde extérieur, en dehors de l'Afrique? Oui, certainement, parce que actuellement l'Afrique est retournée un peu sous l'intérêt de certains grands pays. Par exemple, la Chine. La Chine a fait des énormes efforts de trouver une influence en Afrique, parmi certains pays, pour des raisons économiques et pour des raisons de ressources. Si, par exemple, l'Égypte n'a pas vraiment une politique de rentrer et d'avoir ça quand même en tête, c'est très facile. Elle ne doit pas qu'elle est rivale, mais elle fait partie de ça aussi. Il faut le voir de cette façon plutôt qu'une rivalerie avec pays qui rentrent en Afrique. On est africain après tout, c'est ça à la fin du compte. Et en plus, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, à cause de l'extrémisme, il y a d'autres pays, la France par exemple, a déployé des forces militaires nouvellement en Mali, nouvellement dans certains pays africains. Il y a les États-Unis qui ont développé toute une nouvelle front militaire pour le menace extrémiste comme aux États-Unis. Il y a le Front africain maintenant, qui fait partie d'un quartier général américain avec des forces spéciales pour répondre à ça. On parle d'aide ou de menace? Pardon? On parle d'aide extérieure ou de menace. Comment voyez-vous la présence étrangère en Afrique? Moi, je vois que ça m'inquiète. C'est un inquiet. Moi, je suis toujours quelqu'un qui préfère chercher des solutions locales, que les pays eux-mêmes doivent s'organiser à adresser ces menaces chez eux et aussi à leur économie, parce qu'on n'a vraiment pas une politique sans économie. Et c'est un des grands problèmes, c'est le problème économique en Afrique actuelle. Et de trouver des moyens d'avoir des bons liens économiques africain, c'est très important. Et en ce sens, parce que sinon on devient un pion d'une autre puissance et une sorte des pions sur un jeu d'échecs pour d'autres. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est capable seule de dépendre sur ses potentiels, sur ses ressources, sans aide étrangère, ou c'est vraiment difficile? Lorsqu'on parle d'aide militaire, ça s'avère un petit peu difficile, que les pays africains peuvent compter sur leur potentiel, mais à part le militaire, ou puisqu'il y a le militaire, donc il va y avoir l'économie et ainsi de suite, et ça va être une chaîne qui va se poursuivre. Bien sûr, c'est un espoir pour tous les Africains que l'Afrique doit être tout seul de s'organiser. Selon ses potentiels, ses ressources. C'est un souhait, mais bien sûr. Un souhait. Est-ce que c'est possible? Oui, ça doit être possible. C'est un grand défi pour les Africains. Mais bien sûr, toujours les Africains, pour le moment, ils ont besoin des aides internationales et tout ça. Et bien sûr, par exemple,
un des dossiers plus importants pour la conférence ou le sommet, c'est la lutte contre la pauvreté. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de comme ça, il y a moins de nourriture, moins d'eau et tout ça en Afrique. Et bien sûr, ça fait des problèmes de migration pour les Européens. Donc les Européens ou l'Europe souffrent beaucoup de problèmes de l'Afrique et même aussi pour l'extrémisme, pour le tourisme, tout ça. Donc toujours, alors avec les problèmes comme ça, il y a d'interventions étrangères pour, je sais pas, aider les Africains, c'est comme nous disent toujours, ou soit pour les intérêts, soit... Bien sûr, on connaît maintenant la politique américaine, c'est envers le pays de Golfe, c'est beaucoup rétréci par rapport au normal, et maintenant, parce qu'il y a encore d'autres alternatives pétrolières, c'est à l'ouest de l'Afrique, c'est avec des réserves gigantesques en Angola, ou dans le pays là-bas. C'est avec des grandes réserves de pétrole. Et pour ça, ça fait beaucoup d'intérêt pour les Américains. Donc aussi, il y a toujours des investissements. Les Chinois, c'est une grande guerre maintenant entre les grands pouvoirs mondiaux. Alors, sur le richesse, toujours l'Afrique, c'est un territoire très riche de ressources naturelles. L'or, l'uranium, on parle de diamants, on parle de pétrole. Toujours, c'est un continent très vierge, très riche qui attire tous les pays du monde de lutter, c'est pour l'exploitation de ressources naturelles. Même la faune et la flore, et on trouve très clair l'intérêt accordé par l'Europe, par exemple, l'Amérique de l'Occident en général, accordé par eux pour l'Afrique, ses ressources naturelles, sa nature même, sa faune et sa flore. De toute façon, puisqu'on a parlé de l'Afrique, on a au départ mentionné la mer Rouge, donc une bonne occasion pour parler du canal de Suez. Je vous prie de suivre avec nous un petit commentaire sur le canal de Suez. Je vous rappelle juste que l'inauguration de ce canal, du nouveau canal de Suez est prévue, ou comme prévu, sera donc inauguré le 6 août prochain. C'est le directeur de l'autorité du canal de Suez, Mohab Mamiche, qui a fait sa déclaration. Mais là, il faut préciser que sa décision a été prise l'année dernière par le chef de l'État, même le président Abdel Fattah el-Sisi. Mohab Mamiche a aussi précisé que le creusement et les travaux de dragage seront terminés le 15 juillet prochain, donc 3 semaines avant l'inauguration officielle. Tout de suite, je vous propose ce commentaire signé Dalia Kala. On se retrouve juste après pour parler justement de cette inauguration prévue. À tout de suite. La seconde voie du canal de Suez, qui doit servir à fluidifier le trafic du canal existant, sera inaugurée le 6 août, ont annoncé samedi les autorités égyptiennes. Le projet de développement du canal de Suez constitue l'un des projets phares du président Abdel Fattah el-Sisi, dont les promesses électorales se concentraient sur une relance de l'économie mise à mal par 4 années d'instabilité politique. Le creusement et les travaux de dragage terminés le 15 juillet 2015. L'inauguration du nouveau canal de Suez aura lieu le 6 août 2015, annoncé Mohab Mamiche, le directeur d'autorité du canal de Suez. Le creusement avait été lancé en grande pompe le 5 août 2014 par le président Sisi, qui avait alors réclamé que les travaux soient terminés en un an, relancer cette artère fondamentale reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée. L'objectif de ces travaux, en permettant la navigation dans les deux sens, est de multiplier par 2 la capacité quotidienne de transport. Les recettes financières attendues par l'autorité du canal, nationalisée en 1956, passeraient de 5,3 milliards de dollars en 2015 à 13,2 milliards de dollars en 2023. Les autorités souhaitent également développer la zone le long du canal pour en faire une plateforme logistique, un centre industriel et commercial, notamment en construisant plusieurs ports et en offrant des services pour les flottes commerciales qui passeront par le canal. Selon M. Ce projet marquera le retour de l'Égypte sur la carte des investissements internationaux. Voilà, un nouveau canal qui va permettre la navigation dans les deux sens. Et par la suite, c'était déjà une navigation dans les deux sens, mais beaucoup plus long. Un nouveau canal, donc on va multiplier par 2 les navires, les bateaux qui
traverse le canal de Suez. Pour l'Égypte, il s'agit là d'un projet phare. J'imagine que tous les Égyptiens imaginent qu'avec l'inauguration de ce nouveau canal de Suez, leur vie va changer. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr, c'est une grande occasion, pas uniquement pour les Égyptiens, pour les Africains, pour tout le pays du monde. Vraiment, c'est un projet gigantesque. Ça représente bien sûr la force égyptienne quand l'Égypte pourrait faire un projet gigantesque. Ça va doubler la revenu de l'Égypte. La revenu normale du canal du Suez, comme on connaît, c'est à peu près 6 milliards de dollars par an. Donc, c'est avec un autre canal, ça va doubler au moins. Donc, on parle de 12 milliards de dollars américains pour avec le creusement de deuxième canal, avec aussi le grand projet d'investissement que l'Égypte a déclaré et qu'a invité tout le pays du monde, tous les investisseurs de monde pour participer dans les grands projets du canal du Suez. Ça, c'est une occasion très très importante pour le monde entier et c'est vraiment le vrai cadeau de l'Égypte au monde. Très bien, le vrai cadeau de l'Égypte pour le monde et pour les citoyens égyptiens, donc à part le monde, on est agressé aussi lorsqu'on parle de mesures de redressement de l'économie égyptienne, lorsqu'on parle d'un nouveau canal qui va doubler le revenu du canal de Suez, lorsqu'on parle par exemple de subventions, je ne sais pas comment dire, mais les subventions qui ont été... Comment expliquer, comment dire le terme, un redressement peut-être là aussi. La vie, le quotidien des Égyptiens, pensez-vous qui va changer dans un an, dans deux? Certainement, ça va aider. Bien sûr que ça va attirer... je trouve que le canal, le deuxième canal est aussi important que les projets qu'ils vont faire autour de ce canal. Ouais. Il faut quand même regarder les deux à la même fois. Parce que ces projets vont aussi quand même, c'est plutôt ça qui va attirer un peu la situation. Parce que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a quand même des défis. Le plus grand défi, c'est le canal de Panama, qui est en train qui essaye d'être un peu la compétition, on peut dire. Mais la différence, c'est que le nôtre est beaucoup plus vite. Le nôtre sera aussi un centre d'industrie et d'autres projets. Alors les autres projets sont aussi importants que le canal même. C'est ça ce que je veux dire. Et avec les autres projets, ça veut dire aussi comme une nouvelle commerce, des nouveaux efforts économiques, un nouveau emplacement économique pour les Égyptiens que ce canal va offrir quand même est très important. Et dans ce sens, oui, ça va aider. Ça va beaucoup aider le sens égyptien. Mais c'est les premiers pas sur la route, la grande route, parce que ça sera vraiment une route très difficile. C'est pas facile de retrouver l'économie où l'Égypte doit l'être. Et ça va prendre un peu de temps. Mais certainement, le canal, c'est un des grands projets d'infrastructure qui est sur cette voie. Très bien. Lorsqu'on parle d'investissements internationaux, est-ce que c'est aussi l'occasion de parler d'industrie nationale où l'intérêt est plutôt accordé aux investissements internationaux? Parce que oui, investissements internationaux, mais pour l'industrie, lorsqu'on parle de la main-d'œuvre, par exemple, qu'est-ce qui fait travailler les gens plus? Est-ce que ce sont les investissements étrangers ou c'est l'industrie Tout ça fait les deux. Alors, les investissements d'étrangers, avec aussi beaucoup d'usines, beaucoup de constructions, beaucoup d'urbanisation pour les alentours du canal et comme ça, bien sûr, ça va faire beaucoup d'ouvriers qu'on a besoin, tout ça. Mais s'il y a un point très important, avec le deuxième canal de Suez, ça arrête la bêtise israélienne qu'ils voulaient faire un canal qui relie de Eilat, la mer Rouge, jusqu'à la mer Méditerranéenne avec la mer Morte. Maintenant, c'est fini l'affaire, c'est morte leur projet. Ils ne parlent plus de ça parce que si on ne fait pas le creusement du deuxième canal, on aura bien sûr un grand danger avec le creusement de leur canal. Maintenant, on ne parle plus de ça. Ça, c'est bien sûr, c'était une pour l'Égypte, qu'on a un deuxième canal avec les deux sens, parce qu'elle ne peut pas faire quelque chose qui rivalise les deux canaux de l'Égypte, parce qu'on a le passage de deux sens, et pour eux, elle ne peut pas faire ça actuellement, et c'est quelque chose en vain maintenant qu'on peut dire ça. Donc, bien sûr, ça c'est une grâce pour les Égyptiens, parce que l'autre côté, c'est fini l'affaire pour eux.
Là, c'était vraiment un défi de terminer les travaux en un an, dans le délai d'un an. Ça, c'est pour. Est-ce que s'agit là, parce qu'il s'agissait là de recommandations directes de la part du chef de l'État? Apparemment, c'est pas le cas, par exemple, pour la nouvelle capitale administrative, donc qui piétine apparemment, donc dont les travaux piétinent apparemment. Est-ce que vous êtes d'accord ou... Normalement, si ça prend beaucoup de temps, ça devient beaucoup plus cher. Si ça s'est fait vite, avec un quand même, un peu plus, pour que ça devienne plus vite, dans le sens stratégique, c'est beaucoup plus intéressant dans le sens d'investissement. Il faut quand même pas oublier que c'est un investissement à 80% du peuple égyptien pour ce canal. Alors c'est pas seulement des étrangers dans ce sens. Certainement, ça va aider l'investissement étranger. Pardon ? À 100% à 80%. Bon, c'est à 80%. Le creusement même, les travaux même. Oui, presque. Oui. C'est presque la grande partie, bien sûr. Oui, il ne reste que des finitions pour le travail. Mais c'est principalement, c'est presque fini pour tout ça. Aussi, je pourrais dire qu'on doit être un petit peu patient aussi. La participation populaire pour le projet, ça commence de début quand Sissi il a déclaré. On a vu dans 2 semaines peut-être, aux 10 jours, que 64 milliards de dollars, c'est participation de peuple égyptien qui veulent faire des actions de partage avec ces grands projets. Ça commence de début de ce projet avec un grand succès. Et bien sûr, ça, on a fait le premier pas. On a encore des autres pas très importants aussi qu'on doit faire pour vraiment sentir le vrai succès de tout ce qu'on a fait. C'est un grand projet pour tous les Égyptiens. Un grand projet, beaucoup de défis aussi. Est-ce qu'on va voir, par exemple, les investissements, les usines, les travaux, le développement de toute cette région aussi vite, ou des travaux accélérés, comme était le cas du canal même de Suez, où une fois on a le canal, les travaux encore ne vont pas être au même rythme, ne vont pas être achevés au même rythme. Est-ce que vous pensez que les travaux, le développement de ce site, de cette région, sera fait le plus vite possible? Certainement, l'infrastructure a été quand même dessinée. S'il y a par exemple 6 tunnels qui sont en train d'être bâtis au même moment. Avec 6 tunnels, c'est quand même grand. C'est avec l'idée qu'il y aura une infrastructure importante dans la région, dans ces endroits. Alors, comme je dit avant, les projets projets économiques autour du développement de ce nouveau canal sont aussi importants que le canal même. Et c'est pour cette raison. C'est que les deux vont ensemble. Non, si je peux dire, s'il vous plaît, le défi de Sénaï, bien sûr, ça fait quelque chose un petit peu négatif pour le projet. Et pour ça, on doit faire... Négatif, mais qui peut être positif, n'est-ce pas? Non. C'est négatif. C'est négatif. Pour tout ce qui se passe au Sinaï, dans quelques zones là-bas où il y a les touristes et tout ça. Mais c'est ce que je dis, qui peut tourner en positif, c'est-à-dire si on développe... C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire pour développer le Sinaï, pour développer bien sûr le peuple qui vit là-bas, de faire des grands projets, et pour changer l'image du Sinaï, parce que le canal se trouve presque dans les territoires de Sinaï, et toujours maintenant dans les médias de Sinaï, c'est un terrain où il y a les touristes et tout ça. On doit changer l'image de ça pour aider le projet de canal de Suez. Là, une petite remarque. Tout ce qui a rapport avec le terrorisme, l'instabilité dans le Sinaï, c'est plutôt le nord du Sinaï où il n'y a pas assez de tourisme. Donc le tourisme, lorsqu'on parle du Hurghada, de Sharm el-Sheikh, le sud plutôt, non, c'est plutôt calme, plutôt stable, c'est-à-dire il y a même des touristes, toute l'instabilité, le terrorisme c'est dans le nord avec El Arish par exemple. Mais les gens ne savent pas à l'étranger. Ils connaissent que le canal c'est juste à côté du Sinaï ou peut-être au milieu du Sinaï. Donc le Sinaï en général. Donc il y a des problèmes dans les médias au monde. Et même là, pour les touristes, toujours, les ministères des Affaires étrangères, alors menacent les gens de ne pas aller au Sinaï en général. Donc on ne parle pas de nord du Sinaï au sud du Sinaï. Donc toujours, c'est pour l'Égypte, c'est ça
pour changer les mains, c'est ça pour aider aussi le projet du canal de Suez. De toute façon, il faut préciser que les déclarations officielles insistent sur le fait que la population ou la population du Sinaï donc, va avoir une part très importante dans le développement du Sinaï même. Vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Le Sinaï a été trop négligé pendant très longtemps. Elle doit être développée, il n'y a pas de question. Il y a beaucoup de potentiel au Sinaï de développement. Moi, je ne parle pas seulement de tourisme, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'agriculture, il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on n'a pas vraiment rentré, avec l'investissement nécessaire pour le faire. Merci, donc espérons le mieux et en attendant l'inauguration, je vous remercie infiniment Monsieur Mahmoud Sebet, merci d'avoir été parmi nous ce soir. Je rappelle que vous êtes historien et commentaire politique, merci. Merci à vous et merci à vous aussi, Dr Ismail Hamed. Je rappelle que vous êtes expert et chercheur au Centre d'études africaines ou des études. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et excellent suite de programme national international.